Qu'on se le dise, de la même manière que le XXe siècle a connu Albert Spaggiari, le XXIe siècle connaît Jean-Luc Mélenchon. Autrement dit, 50 ans après le casse du siècle perpétré par Albert Spaggiari et ses collègues, c'est au tour de Jean-Luc Mélenchon de réaliser un casse du siècle incroyable, comme son prédécesseur, sans faire couler la moindre goutte de sang, sans tirer le moindre coup de feu. C'est phénoménal. La seule différence qui distingue les deux, c'est que d'un côté, le butin était constitué d'argent sonnant et trébuchant, tandis que de l'autre, du côté de Jean-Luc Mélenchon, le butin est d'une autre nature. Il ne s'agit pas d'argent, il s'agit de millions d'âmes. Oui, Jean-Luc Mélenchon est en train de réaliser le plus grand casse du siècle émotionnel sur le terrain politique. Et le butin, c'est la communauté afro. Oui, vous m'avez bien entendu. La communauté afro, nous autres, sommes en passe de devenir le plus grand butin électoral entre les mains de la LFI. Et si vous voulez comprendre comment ce tour de passe-passe politique, comment ce coup de génie stratégique a-t-il pu avoir lieu, installez-vous bien, vous êtes au bon endroit. Bonjour à toutes et à tous, je suis Ludovic Herman Wanda, écrivain et formateur en maîtrise du langage soutenu et du logos. À travers mes accompagnements, je vous offre la possibilité d'accéder à votre plein potentiel intellectuel en vous donnant accès à la maîtrise de la logique, à la maîtrise du raisonnement, ainsi que en vous fournissant tous les éléments qui constituent le langage soutenu, le langage esthétique. Bonjour à tous, j'aimerais vivement apporter mon témoignage au sujet des cours de français soutenus avec Monsieur Wanda. Contrairement à ma pensée de départ où je tenais pour vrai l'idée selon laquelle les cours de français soutenus allaient être une simple redite des fondamentaux qui sont enseignés tout au long du parcours scolaire, il n'en est rien et pour cause, ce que les enseignants n'ont pas eu le temps de nous transmettre faute de temps et ou de moyens, tels que la richesse grammaticale, qui est indispensable lorsque l'on souhaite élever son niveau de langage et finalement enseigner ici. J'invite tous ceux qui sont désireux sur le plan personnel, professionnel et de manière générale qui souhaitent élever leur niveau à suivre le pas. Donner de la considération à son langage revient à se donner de la considération à soi-même et également à l'autre. C'est aussi choisir de se tirer vers le haut pour in fine tirer avantage de tout ce que la maîtrise de la langue renferme. En un mot, c'est une invitation à choisir le chemin de l'excellence. Bonjour, je fais cette vidéo pour rendre hommage au professeur Ludovic Herman Wanda qui m'a permis, grâce à ses enseignements, de surmonter d'innombrables difficultés. Tant il est vrai que j'avais de nombreux blocages en ce qui concerne l'art oratoire et l'écriture. Et par conséquent, certains de mes projets ont été mis à mal compte tenu du fait que je ne disposais pas des clés du logos. Cela étant, dès lors que le professeur m'a prodigué ses enseignements, j'ai pu m'émanciper de cela et atteindre l'excellence. Tant et si bien que sans cela, je ne serais jamais parvenu à devenir journaliste honoraire pour le média officiel du ministère de la Culture et du Tourisme de Corée, puisque cela requiert la maîtrise du logos. Par ailleurs, je ne serais jamais parvenu aujourd'hui à envisager une reprise d'études en 3e année de droit et gestion. Ceci n'aurait pas été rendu possible sans l'intervention, sans la main tendue du professeur Ludovic Herman Wanda. En clair, je vous permets de devenir un char d'assaut de la rhétorique autant qu'un artiste du verbe. Et à travers cette chaîne, Afro Noblesse, vous accédez au stade de la compréhension.
dans un monde dominé par l'émotion, dominé par les dénonciations, et qui ne vous permettent pas de vous élever, je fais partie de celles et ceux qui accordent énormément d'importance à l'élévation de soi par soi. Or, pour atteindre cet objectif, rien n'est plus important que la compréhension du réel pour ne pas le subir. Comprendre le réel pour ne pas le subir, tel est le mot d'ordre. Ainsi va la noblesse. Et aujourd'hui, nous allons aborder ensemble une actualité qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a beaucoup fait réagir, et que je résume en une action, le casse du siècle émotionnel. Et c'est peu de le dire. Jean-Luc Mélenchon, le général de la LFI, accompagné de ses officiers, est en passe de réussir un véritable casse du siècle en faisant main basse sur un butin électoral qui avait été, il faut bien le dire, laissé à l'abandon par les autres courants politiques, à savoir la communauté afro. Comment y est-il parvenu? Quel ressort a-t-il utilisé? Et par extension, comment mon propos risque de se heurter à l'incompréhension, au rejet, au déni d'un certain nombre d'afros? Toutes ces questions vont trouver leur réponse dans quelques minutes. D'abord, pour comprendre le coup de maestro que vient de réussir Jean-Luc Mélenchon, il est impératif de contextualiser le régime politique dans lequel la France évolue au même titre que les pays occidentaux. Le régime démocratique, rythmé par des élections, au premier rang desquelles se trouve la sacro-sainte élection présidentielle qui s'effectue au suffrage universel. Or, et c'est là que ça devient intéressant, tous les intellectuels, depuis Alexis de Tocqueville jusqu'à Édouard Bernays, ont compris l'effet pervers de ce processus électoral. Ils se sont aperçus que le peuple, les citoyens, ne votent pas avec leur tête, comme on aurait pu le souhaiter. Non. Ils se sont aperçus que les citoyens votent avec leur cœur, avec leurs émotions. Pour le dire autrement, un candidat qui aspire à être élu doit moins développer des raisonnements complexes que parler aux émotions, que parler au cœur, que toucher des cordes sensibles. Donc ça, c'est un point fondamental. Et c'est un point qui, d'une certaine façon, renvoie à l'idée de manipulation. Tout candidat à la présidence qui se respecte se doit de connaître la psychologie des foules. Être animé par des vertus, porter un projet de société ne suffit pas à être élu. Sinon, les Asselineau, les Bayrou, qui, de l'avis de tous les spécialistes, étaient porteurs de projets solides sur le terrain économique, n'auraient pas été à ce point balayés par les urnes. Preuve que la rationalité, la raison ne suffit pas. Il faut plonger les mains dans le cambouis émotionnel. Et ça, Jean-Luc Mélenchon l'a compris. Et il a d'autant plus compris qu'il est face à un dilemme. La LFI est face à un dilemme. La majorité des Français électeurs ayant basculé à droite, on le sait aujourd'hui, depuis maintenant 10 à 15 ans, voire 20 ans, pour s'en convaincre, il suffit de voir le succès de CNews et de Pascal Praud. Or, face à ce constat, face à cette réalité électoraliste, Jean-Luc Mélenchon n'a pu que se rendre à l'évidence. S'il souhaite vraiment avoir une chance d'atteindre le second tour, de passer le premier tour avec succès, il doit aller se saisir d'un butin qui sommeille. Il doit aller s'attirer les faveurs des électeurs qui ont été laissés à l'abandon, les abstentionnistes. Ils sont très nombreux en France, extrêmement nombreux. On parle de 30 à 40% d'abstentionnistes, et dont une grande partie est constituée par les dits racisés, autrement dit les Noirs et les Arabes. Et voilà pourquoi la LFI s'est donné pour mission d'aller à la conquête de ces populations laissées à l'abandon sur le terrain politique. Mais encore faut-il savoir comment leur parler, comment s'attirer leur faveur. Et c'est là que, encore une fois, les connaissances autour de la psychologie des foules ont toute leur importance. La psychologie des foules nous apprend que pour rassembler un peuple, il faut moins lui parler d'espoir que d'attiser en lui la peur. Oui,
La peur est beaucoup plus fédératrice que l'espoir. La peur crée un sentiment d'urgence dès lors qu'elle est collective. La peur fait naître une sorte de menace et ainsi active ce que l'on appelle le besoin primal d'appartenance. Parce qu'on croit en fait être systématiquement souverain, décisionnaire de nos actes, alors qu'en fait, il y a des vulnérabilités, des sensibilités à certains stimuli qui souvent être ensuite exploités évidemment à l'échelle commerciale, à très grande échelle autour de nous. Et en prendre conscience est évidemment essentiel pour espérer garder une forme de libre arbitre et puis pour comprendre aussi comment les comportements des uns et des autres vont s'agréger ensuite de manière collective pour donner lieu soit à des votes, soit à des modes, soit à des mouvements de panique collective. Or, historiquement, n'existe-t-il pas une peur qui caractérise la communauté afro vivant en France ou aux États-Unis, historiquement? Je vous le donne en mille. Il s'agit bel et bien de la peur de la police. La police a toujours constitué un objet de peur au sein des minorités, à commencer par la communauté afro. Comment oublier octobre 61, lorsque la Seine a accueilli des dizaines et des dizaines de cadavres algériens? Donc dans l'imaginaire collectif des racisés, la police suscite la peur. Que s'est-il passé le 7 juillet 2026? L'Assemblée nationale, dominée par des députés de droite, a voté une loi en faveur de la présomption de légitime défense. Et là où le tour de passe-passe a été magistral, c'est que la gauche, et surtout la LFI, s'est empressée de rebaptiser cette loi du nom de le permis de tuer. En rebaptisant, hop, elle a réactivé cette peur, le permis de tuer. C'est fort, c'est puissant comme formule. En tant qu'observateur, vous devez comprendre à nouveau que le monde appartient à ceux qui le nomment. Nommer le monde, c'est déjà prendre le pouvoir sur le monde, c'est orienter le regard que l'on porte sur le monde. Rebaptiser une loi du permis de tuer, ça permet tout de suite de présenter un outil administratif, un outil politique, une loi, sous un angle extrêmement négatif, forcément. Pourquoi la communauté afro, et par extension la communauté arabo-musulmane, a-t-elle plongé massivement dans cette appellation, au point de penser que demain, une fois que cette loi, si elle vient à être définitivement votée, notamment par le Sénat, selon les règles du circuit législatif, comment se fait-il que la majorité d'entre nous seront convaincus que tout afro, moi avec mes cravates, un père de famille qui sort d'un supermarché, une maman afro qui passe à Château-Rouge, une grande sœur qui sort de l'université, un frère qui sort de l'hôpital, tout afro, tout ce temps que nous sommes, pourront être la cible de façon gratuite d'un tir de police. Comment se fait-il que nous parvenions à croire en cette prévision, en ce scénario? Que les choses soient claires, je ne porte aucun jugement à caractère moral. Comprendre le réel, ça oblige de suspendre tout jugement. Je ne suis pas de ceux qui vont se moquer, de ceux qui ont succombé à cette croyance. Je suis de ceux, au contraire, qui veulent comprendre. Je me mets à la place de ceux qui ont directement pris pour argent comptant cette croyance. Pour, d'une part, en donner une explication et, par extension, si possible, en donner des clés de libération. Mais donc, pourquoi peut-on aujourd'hui, en France, au XXIe siècle, en tant qu'afro, être convaincu que les policiers, demain, certains d'entre eux ne rêvent que d'une chose, c'est de nous envoyer à la morgue dès lors qu'on a un taux de mélanine supérieur au leur, quelle que soit notre attitude, alors même que, dans les faits, ce permis de tuer, si tant est qu'on puisse l'appeler ainsi, concerne une catégorie bien spécifique de jeunes issus de l'immigration. Les jeunes afro et les jeunes arabes, ce sont eux qui constituent la cible de la police. Les jeunes dits racailles. J'ai bien dit dits racailles, puisque parmi ceux qui sont en apparence assimilés à des racailles, se trouvent des jeunes totalement normaux, mais dont le style vestimentaire, les coupes de cheveux, eh bien, prêtent à confusion. Donc le permis de tuer, c'est plus un permis de tuer la racaille.
Donc c'est plus les jeunes qui, à la limite, peuvent être agrippés par cette peur. Et pourtant, c'est pas ce que nous voyons. On voit que cette peur s'est étendue. Comment est-ce possible? Et c'est là qu'intervient le rôle des leaders d'opinion, les rôles des porte-voix, le rôle des symboles. Et parmi les leaders d'opinion qui ont relayé cette idée, on trouve le symbole le plus puissant que possède la République autour de cette question des abus de pouvoir de la police. J'ai nommé Assa Traoré. Assa Traoré a pris à bras-le-corps la mission d'alerter, de sensibiliser les populations afro autour de cette loi, en appelant à un vote massif d'une pétition. Si je fais cette vidéo, c'est pour vous interpeller. L'heure est à l'urgence. Une loi qui vise à instaurer la présomption de légitime défense des forces de l'ordre va passer. Elle va passer sous silence si nous ne nous mobilisons pas. Si cette loi passe, ce sont nos vies qui sont en danger. Il y a une pétition qui est en ligne. Il faut la signer. Il faut la relayer. Elle doit attendre plus de 500 000 signatures pour que cette loi ne passe pas. Si cette loi passe, ce sont nos vies qui sont en danger. Ce sont nos enfants qui ne sont plus en sécurité. Si cette loi passe, les policiers n'iront même plus en garde à vue. C'est un permis de tuer qu'on leur met entre les mains. Nous devons nous mobiliser. Nous devons sauver la démocratie. Nous devons sauver notre pays. Et personne ne peut faire le procès d'Assa Traoré quant à la sincérité de son engagement. C'est la voix de Assa Traoré, en qualité de symbole, eh bien que cette loi du permis de tuer est apparue au sein de la communauté afro comme une loi de permis de tuer tout afro. Sans Assa Traoré, je doute que la majorité des afros auraient cru que cette loi touchait tout le monde. Et en disant ça, je ne cherche pas à accabler Assa Traoré. Encore une fois, je répète, je ne porte aucun jugement à caractère moral. Je me contente d'analyser. Et je suis convaincu, pour être honnête avec vous, qu'elle-même croit, du fait de son traumatisme familial, que une grande partie de la police française ne jure que par le Ku Klux Klan, ne rêve que d'un nettoyage ethnique. Moi, j'ai émis quelques réserves. Je ne suis pas encore partisan de cette idée. Moi, personnellement, je n'y crois pas. Je le dis comme je le pense, et ça ne vous surprendra pas. Moi, je ne pense pas qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, vivre en France pour un afro, c'est comme vivre dans le Mississippi au XIXe siècle aux États-Unis. Je n'y crois pas. Alors, peut-être que je suis naïf. Peut-être que j'évolue trop dans ma tour d'ivoire. Peut-être que le réel va me rattraper brutalement et que demain, un policier, mal luné ou pas, va trouver que mon chapeau est un peu trop flashy et que je mérite de mordre la poussière. Pour rien, sans raison apparente, malgré ma volonté d'obtempérer en cas d'interpellation. Peut-être. Et à ce moment-là, je me rallierai à la croyance que porte Assa Traoré. Peut-être. Donc, je ne suis pas en train d'accabler. Je réexplique un processus de propagation d'une idée, d'une croyance, d'une peur collective. Et c'est là-dessus que Jean-Luc Mélenchon est venu capitaliser. Il a capitalisé sur la souffrance de la communauté afro. La souffrance mémorielle qui transforme notre communauté en communauté traumatisée. Donc le génie politique d'un Jean-Luc Mélenchon, c'est de surfer sur ce traumatisme. S'il voulait réellement nous venir en aide au quotidien, il ajouterait à sa condamnation du vote de cette loi une mise en garde à l'endroit de la jeunesse. D'autant que les jeunes afros entre eux s'entretuent beaucoup plus qu'ils ne sont tués par la police. Toute personne qui cherche réellement le bien de la communauté afro en France aujourd'hui doit d'abord s'attaquer à la Kaira attitude qui génère une culture de l'autodestruction. Demandez à MHD, demandez à Kobalade, allez voir dans n'importe quelle cité et vous constaterez cette culture de l'hyperviolence qui ronge les jeunes entre eux. Et de temps en temps, elle déborde et elle touche des jeunes d'autres communautés. Je pense, paix à son âme, à Louis. Mais des Louis Traoré, des Louis Méchaoui, il y en a chaque semaine dans nos cités. Or, ces questions-là, je n'ai pas encore entendu Jean-Luc Mélenchon prendre position dessus. Il prend uniquement position pour accabler, pour faire porter le chapeau à l'endroit de la police. C'est une stratégie politique, encore une fois, pour capitaliser sur la peur
et ainsi récupérer potentiellement le vote des millions d'afro-abstentionnistes. Il va transformer des abstentionnistes en militants, ou à tout le moins en sympathisants. Et honnêtement, c'est un coup de maître. Là-dessus, on ne peut pas le lui reprocher, dans la mesure où cette peur collective, elle ne peut pas rester passive. La peur collective a besoin d'une action. Et cette action, à 1 an des élections, c'est précisément l'élection présidentielle. Donc en somme, Jean-Luc Mélenchon a profité du kairos, comme disaient les Grecs, d'une situation, d'un instant offert par le vote de la loi. Il a su en tirer avantage en instrumentalisant un trauma qui caractérisait les Afros, et ce, sans fournir le moindre effort. Il est en train de réussir un casse du siècle. Il fournit d'autant moins d'efforts qu'il est relayé massivement. J'ai parlé d'Assa Traoré, qui est la figure emblématique du rassemblement de cette peur collective. Mais il faut voir le nombre de vidéos en cascade qui ont déboulé sur les réseaux sociaux, effectuées par quantité d'influenceurs et qui, d'une seule voix, ont manifesté cette crainte, ont fait part de leur peur que ce permis de tuer se transforme en permis de tuer n'importe quel afro. Donc vraiment, pour un observateur, le moins que l'on puisse dire, c'est que la situation est à la fois surprenante et passionnante intellectuellement. N'importe quel afro-noble qui se respecte, et j'espère que vous en faites partie, doit être fasciné par ce processus d'instrumentalisation auquel on assiste. Ainsi va la politique, la manipulation des masses par les émotions. Par ailleurs, qui peut nier que sur le terrain, le sentiment d'impunité qui caractérise bon nombre de jeunes Kaira, dont j'ai fait partie fut un temps, je le rappeler, je ne suis pas en train de jouer au professeur de morale, bon. Mais qui peut nier que le sentiment d'impunité qui les caractérise a pris des proportions démesurées et qu'à ce titre, le système se doit de réagir d'une manière ou d'une autre? Qui peut le nier? Peut-on, comme l'a fait Jean-Luc Mélenchon, réellement, en toute objectivité, dire que oui, un refus d'obtempérer, c'est pas grave, ça ne mérite pas la mort? Évidemment que ça ne mérite pas la mort. Personne ne dira le contraire. Simplement, il faut bien prendre des mesures pour faire peur au Kaira, pour que la peur change de camp. C'est le b.a.-ba, c'est la logique la plus élémentaire d'un état de droit. La peur doit être du côté des voyous et non pas du côté des forces de l'ordre. C'est tellement élémentaire que ça traduit vraiment cette stratégie politique que poursuit Jean-Luc Mélenchon. Et tout au plus, à la limite, si on veut vraiment essayer de mettre la police au pas ou de s'assurer qu'elle ne va pas trop dévier, dans ce cas-là, on demande est-ce qu'elle se filme? Ça se fait aux États-Unis. Donc les partisans de l'américanisation des lois, parce que la loi du permis de tuer est américaine, on peut leur opposer aussi d'ajouter à cette loi le GoPro, la caméra GoPro. Et à ce moment-là, tout le monde sera content. Est-ce qu'on a entendu Jean-Luc Mélenchon effectuer cette proposition? Pas que je sache. Peut-être le fera-t-il demain. Mais avant, il doit d'abord s'assurer de récolter le butin électoral que nous représentons, nous autres afros. Le processus démocratique exige la manipulation des masses. C'est ainsi. Diaboliser cette méthode, c'est de ne rien comprendre au processus démocratique. Tout au plus, essayer de le comprendre pour au moins gagner en sagesse. Je conclurai en rappelant que Jean-Luc Mélenchon n'a pas le monopole de la manipulation des masses. Tout candidat politique qui se respecte est engagé dans ce type d'action de manipulation. Gabriel Attal, au micro du Sherman, a tenté de manipuler les racisés, comme on les appelle. L'extrême droite aussi tente de manipuler les dits blancs appartenant à une certaine catégorie socio-professionnelle. Et d'ailleurs, ça fera l'objet de ma prochaine vidéo consacrée à Marine Le Pen. Comment est-elle parvenue à convaincre ses partisans qu'elle n'était non pas ce que la justice pourtant a mis en lumière, une délinquante financière, mais plutôt qu'elle était une martyre. Vous verrez que ça ne manque pas d'intérêt. Donc dites-moi ce que vous pensez de ce casse du siècle émotionnel réussi par Jean-Luc Mélenchon. L'aviez-vous identifié comme tel? J'ai hâte de lire vos réponses en commentaire et je vous en remercie par avance. Noblesse oblige.